Merci beaucoup pour cette introduction et merci de cette invitation. Surtout, alors, j'ai l'exercice qui est à la fois facile et difficile. Facile parce qu'on peut se contenter en 25 minutes à peu près de grandes généralités, de quelques formules creuses pour essayer d'ébahir l'assistance. Et puis, finalement, vous repartirez en vous disant bah, c'était bien, oui, c'était bien, vous avez retenu quoi bah, pas grand-chose. Moi, j'essaye de faire de la géopolitique, monsieur le professeur, je le fais de manière en amateur, d'une certaine manière, mais j'essaie de la baser sur des faits. Je trouve qu'en France, comme souvent, sur beaucoup de sujets, on privilégie les idées sur les faits, alors que je pense que ce qui est passionnant dans nos métiers d'analyse politique, c'est justement l'articulation des idées et des faits. Alors, je vais vous proposer non pas un tour du monde complet, mais quelques indications sur la manière dont je vois les grands rapports de force évoluer aujourd'hui. Alors, j'ai commencé en disant qu'on a toujours l'impression d'être dans un monde plus instable, plus dangereux et plus compliqué que ce n'était le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est toujours pareil. En ce moment, en France, on est en train de préparer au niveau du gouvernement une revue stratégique, c'est-à-dire un texte qui va servir de base à l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation militaire. Et hier, j'ai eu la chance de pouvoir prendre connaissance des grandes lignes de la description de l'environnement stratégique que devrait, parce que le texte n'est pas encore adopté par le président, que devrait décrire justement cette revue stratégique. Et c'est toujours pareil, le monde est plus dangereux, plus instable, plus compliqué, moins prévisible. À chaque fois, c'est la même chose. Quand on prend du recul, et je suis sûr qu'il y a quelques historiens dans cette salle, quand on prend du recul, on voit que c'est une tendance naturelle, humaine, de penser que voilà, le monde est toujours plus compliqué et plus dangereux qu'il l'était. Je ne sais pas ce qu'on pensera dans 10 ans du monde d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir du recul. C'est pour ça que, là encore, je suis historien amateur, mais c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'histoire, parce que ça permet de prendre du recul et d'être non pas rassurant systématiquement, surtout, d'être pas forcément être optimiste en permanence, mais en tout cas d'être un petit peu moins pessimiste et catastrophiste que certains de mes confrères ou consoeurs, que je ne nommerai pas. Mais j'allais dire, on est dans un métier, la géopolitique, dans lequel celui qui est le plus catastrophiste aura toujours plus d'audience. Vous le savez, quand vous travaillez dans les médias, c'est vrai, je ne parle pas pour la Croix. La Croix est en dehors de n'a pas ce prisme-là, mais je peux vous dire qu'on est, nous, en permanence sollicités par des gens qui voudraient vous faire dire que la fin du monde est proche. Alors non, la réponse est non. Il n'en reste pas moins. Il y a quand même des moments où on vit un tournant majeur, ou en tout cas la tectonique des plaques géopolitiques, si je puis me permettre cette expression, bouge véritablement énormément. Et je crois que nous vivons quand même un de ces moments. Un mot sur la guerre d'Ukraine, on pourra en parler pendant des heures, mais il faut se rappeler à quel point la guerre d'Ukraine a brisé des tabous. On l'a dit, bien sûr, le retour de la grande guerre classique sur le continent européen, pas de la guerre elle n'a jamais disparu, mais le retour de la grande guerre classique sur le continent européen, l'annexion de territoires par la force, c'est quelque chose de majeur. Et puis, bien sûr, l'agitation de la menace nucléaire d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans l'espace euro-atlantique. Et puis, c'est aussi un tournant parce que la Russie, à mon sens, est en train de devenir un État fasciste. C'est un mot qu'il ne faut pas manier à la légère, mais l'évolution politique interne de la Russie me semble aujourd'hui, elle a été très lente depuis 10 ans, mais on est en train vraiment là d'arriver à quelque chose qu'on n'a pas connu depuis très longtemps sur le continent. Et puis, tournant aussi parce que la géopolitique des alliances en Europe bouge très très vite, consolidation des alliances bien sûr, et puis transformation profonde de la géopolitique maritime au nord et au sud. On voit la Suède et la Finlande, en quelques semaines, sont devenus membres de l'OTAN, alors que dans lequel la Suède, en tout cas, c'était quelque chose, la neutralité, c'est quelque chose de sacré. Et puis qu'au sud, on a désormais aussi une présence occidentale qui fait de la mer Noire quasiment, pas un lac occidental comme la mer Baltique, mais en tout cas, on a vraiment une consolidation de cet ensemble occidental face à un État qui est, à mon sens,
en train de devenir un État fasciste. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des points chauds dans le monde au-delà de l'Ukraine, mais vous les connaissez. Il faudra continuer à suivre, bien sûr, ce qui va se passer en Turquie avec les élections de l'an prochain et la tentation possible du côté de M. Erdogan d'agiter, là encore, le nationalisme, voire l'impérialisme néo-ottoman à l'approche des élections de 2023. Il faut bien sûr regarder de très près ce qui se passe en Iran parce qu'on a la conjonction de deux choses. On a maintenant un programme nucléaire qui arrive à maturation avec des visées militaires, très clairement. L'abandon, à mon sens, de tout espoir de voir un accord sur le contrôle de ce programme. Et puis, bien sûr, la formidable mobilisation de la jeunesse iranienne, les femmes en tête. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est probablement une grande différence avec ce qu'on avait appelé les révoltes arabes au début des années 2010, où c'était quand même d'abord et avant tout des hommes qui étaient en première ligne. Là, les femmes sont en première ligne et un régime qui ne va pas forcément tomber du jour au lendemain, mais en tout cas qui vacille, à mon sens, sur ses bases idéologiques et sociétales, comme ça ne s'est jamais produit depuis 1979. Et puis par-dessus tout ça, et puis là, je pourrais parler de Taïwan, mais avec Barthélemy, c'est difficile parce qu'il connaît le sujet bien plus que moi, mais je vais en reparler tout à l'heure à propos de la Chine. Et tout ceci, bien sûr, dans un contexte économique où on a à la fois un choc inflationniste et bien sûr la pire crise énergétique qu'on a connue depuis les années 70. Donc, je ne sais pas si le monde n'a jamais été aussi instable depuis 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, mais en tout cas, ça secoue, ça bouge, et toutes les pièces du mobile sont en train de bouger. Est-ce que ça veut dire qu'on va passer d'un ordre à un autre ? Est-ce qu'on est dans une période de transition ? Là encore, c'est un pont aux ânes de l'analyse politique, et pas seulement dans le domaine géopolitique. Non, ce n'est pas forcément une période de transition. C'est toujours tentant de dire ça, mais la transition suppose qu'on passe d'un état stable à un autre. Or, il est très rare que le monde soit stable. L'instabilité, c'est plutôt la norme. Je crois que c'est Robert Kagan qui avait dit il y a une dizaine d'années, le monde redevient normal. Et il a parfois des fulgurances, je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais il a parfois des bonnes idées. C'est vrai que là, le monde est plutôt normal qu'anormal, parce que la stabilité internationale, c'est très rare. Et parce que ceux et celles d'entre vous qui avaient connu la guerre froide savaient que pendant la guerre froide, on ne disait pas c'est stable, on disait c'est instable. Ça n'est qu'a posteriori qu'on reconstruit une stabilité imaginaire. La guerre froide, ça n'était pas du tout ça n'était pas vécu comme stable par ceux qui l'ont vécu. Donc, première grande idée pour moi, c'est qu'on est dans un monde, je ne suis pas sûr qu'on soit dans une période de transition, on est dans un monde instable, je ne suis pas sûr qu'il soit plus instable qu'il l'était véritablement il y a 20 ou 30 ans, mais en tout cas, c'est une instabilité sans doute durable et qui ne découlera pas, qui ne débouchera pas nécessairement sur un nouvel état stable, sur un nouvel ordre mondial. J'aime pas beaucoup l'expression ordre mondial. Alors, je ne suis pas un théoricien, je sais que pour les théoriciens, ça a un sens particulier, mais l'ordre suppose que les choses sont stables. Ben, non, c'est très rare le véritable ordre stable international, c'est plutôt exceptionnel que naturel. Et si on élargit la focale, ce sera mon deuxième point, je dirais qu'on a à grands traits deux grandes forces contraires qui s'opposent aujourd'hui. D'un côté, des forces d'enfermement économique et sécuritaire, ce que certains ont appelé la démondialisation, mais ça me paraît un peu tôt, plutôt le recul d'une certaine forme de mondialisation, notamment la mondialisation sino-centrée. Je pense qu'il vaut mieux parler de ralentissement de la mondialisation ou plutôt de rétraction de certaines formes de mondialisation. Bien sûr aussi le découplage, en tout cas le découplage partiel. Là encore, c'est plutôt une courbe qui ralentit. On n'est pas en train, les économies occidentales ne vont pas se découpler de la Chine du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, très clairement, des forces que l'on pensait extrêmement puissantes au début des années 90 et dans les années 2000, depuis le début des années 90 et dans les années 2000, elles sont très clairement en train de ralentir et de devenir moins puissantes. Philippe Chalmin, avec qui j'étais en débat il y a quelques jours, disait c'est aussi une bonne formule, c'est la fin des 30 glorieuses de la mondialisation. Alors lui, il est très ferme. Et puis il dit que c'était 30 glorieuses. Moi, je n'ai pas le souvenir qu'il y a 10 ans, tout le monde pensait que le monde était glorieux. Hein. Là, franchement, voilà. Et c'est pour ça, avec tout le respect que j'ai pour les analyses de Philippe Chalmin, là encore, je crois qu'il est en train
de nous reconstruire un récit un peu imaginaire. On n'a pas vécu ça, nous, comme les 30 Glorieuses, les 30 dernières années. Ce n'est pas la manière dont on l'a vécu. Mais en tout cas, c'est très clairement du point de vue de la mondialisation économique, de l'interdépendance économique, de certains indicateurs très précis comme le ratio entre PIB et commerce international, la fin de quelque chose, voilà, la fin d'un chapitre au moins. Et puis de l'autre côté, c'est l'autre grande force, c'est l'expansionnisme politique et militaire de puissances qu'on appelle souvent révisionnistes. Et je crois que c'est vrai qu'il faut distinguer, par exemple, à force de parler des invariants de la géopolitique, on oublie que, par exemple, l'Union soviétique était, à partir des années 70, largement une puissance de statu quo. Il n'était pas une puissance révisionniste, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui, alors que la Russie, elle, est très clairement, la Russie de M. Poutine est très clairement une puissance révisionniste. Alors, quand je parle de puissance révisionniste, je ne parle pas simplement de la Russie ou de la Chine. La Turquie, notre allié, est, du point de vue géopolitique, une puissance révisionniste. Elle souhaite remettre en cause les traités fondateurs qui ont établi un certain nombre de frontières et qui ont établi les limites de ce qu'était la Turquie d'antan. L'Iran révolutionnaire est encore aujourd'hui une puissance aussi expansionniste et révisionniste. Et ces pays-là, je parle surtout pour la Chine et la Russie, se trouvent être en plus des prédateurs économiques. Alors la Turquie, c'est plus compliqué, mais la prédation économique chinoise et aussi russe, un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique et au Moyen-Orient, est quelque chose qui a des dimensions multiples, y compris, et ça, j'avoue que c'est un domaine que j'ai découvert ces dernières années, la prédation des matériaux nécessaires pour la décarbonation des économies. Je vais vous dire, tout se tient en géopolitique, mais vous allez me dire que c'est bien faible comme analyse, vous auriez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les questions, on le voit très clairement aujourd'hui, avec le débat sur ce que les prix de l'énergie veulent dire pour la transition à venir, nous disent déjà, parce qu'elles sont liées en partie à la manipulation du marché du gaz par la Russie, elles sont liées aussi à nos propres erreurs, d'ailleurs, nos erreurs européennes. Tout ça, ce n'est pas la faute que de la Russie, ce n'est pas la faute que des sanctions, il y a aussi nos propres erreurs que nous reprenons de plein fouet aujourd'hui. Mais la transition énergétique, la décarbonation, tout ça, ce sont des choses qui sont désormais intimement liées aux grands enjeux géopolitiques. Alors, troisième point, est-ce que c'est une nouvelle guerre froide? Alors ça devient la tarte à la crème des débats géopolitiques. Peut-être que vous proposez à vos étudiants un sujet d'examen sur le fait. Mais c'est un bon sujet. C'est un bon sujet parce que ça nous permet de voir, de dire, de nous interroger sur la question de savoir est-ce que nous vivons de nouveau, est-ce que c'est retour vers le futur? Dans quelle mesure est-ce qu'on est en train de vivre avec la Russie ce qu'on a vécu avec l'Union soviétique? Dans quelle mesure les États-Unis et une partie de l'Europe au moins va-t-elle vivre avec la Chine ce que nous avons vécu à l'époque avec l'Union soviétique? Et là, je ne vous surprendrai pas pour vous dire que c'est une bonne question de cours et de réflexion parce qu'il y a des bons arguments des deux côtés. Non, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec la guerre froide. Non, on ne peut pas dire non plus c'est exactement la même chose qui recommence. Il y a de bons arguments dans les deux sens. Il y a le grippage des mécanismes multilatéraux mondiaux, du Conseil de sécurité de l'ONU notamment, le côté de plus en plus total de l'affrontement qui oppose d'un côté la Russie plus ou moins alliée avec la Chine, je vais y revenir, et la Chine et le monde occidental, non pas le bloc occidental, même si c'est un autre point commun. La consolidation, non pas des blocs, mais des familles semble à l'œuvre. On peut dire que la relation entre la Chine et la Russie ressemble un tout petit peu à ce qu'était celle entre la Chine et l'Union soviétique dans les années 50, sauf que la situation est totalement inversée. C'est la Chine qui est le partenaire dominant, et puis c'est une grande puissance économique au niveau mondial, ce que n'était pas l'Union soviétique à l'époque. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le caractère de plus en plus total, c'est-à-dire à la fois militaire, politique, économique et idéologique, avec d'un côté cette amitié, voire alliance, mais j'ai du mal à parler d'alliance parce que ce n'est pas des alliés militaires au sens traditionnel du terme, et de l'autre, une famille occidentale au sens très large du terme, pas seulement libérale, parce qu'il n'y a pas que des démocraties libérales dans le monde occidental, comme d'ailleurs au temps de la guerre froide, où on parlait de monde libre, alors que certains pays, notamment dans les années
60 et 70, certains pays de la famille dite occidentale n'étaient pas vraiment des démocraties libérales. Alors, donc on peut trouver des analogies, des ressemblances, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a tellement de nouveautés dans cette compétition de puissance qu'on ne pourra pas simplement l'appeler la nouvelle guerre froide ou les nouvelles guerres froides si on considère qu'il y en a deux, d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation plus difficile, plus complexe, avec de nouveaux acteurs, les puissances régionales, les émergents au sens le plus large du terme, de l'Arabie saoudite à l'Australie, en passant par le Qatar ou d'autres. Les nouveaux espaces, bien sûr, parce que le cyber n'existait pas beaucoup dans les années 60. Le fond des mers, on y pensait, mais c'était encore très loin, on n'en était pas encore au câble sous-marin. Et puis, bien sûr, le champ informationnel dont vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, qui est un espace de conflictualité lié aux autres et qui est aujourd'hui un espace majeur de conflictualité. Et donc, voilà, on a quelque chose qu'on va appeler la compétition des grandes puissances ou l'affrontement de familles. Moi, je préfère, temporairement, j'ai adopté le mot famille pour parler de ces deux grands ensembles. Dans la famille, il y a des cousins qu'on n'aime pas forcément voir à la table à tous les repas. Il y a aussi des oncles ou des tantes voilà, dont on se sent un petit peu éloigné. Puis on peut s'engueuler dans les repas de famille. Voilà. Mais ça reste quand même des familles. Et le couple, là, on va dire le couple sino-russe, parce que eux, la famille n'est pas très large. Hein. Et puis les cousins, ils sont en train de s'éloigner les uns après les autres. L'Asie centrale s'éloigne très très vite de la Russie aujourd'hui. Hein. Même l'Arménie se pose des questions sur le grand parrain russe. Bon. C'est un couple, mais on va dire qu'ils cohabitent parce qu'ils ont des intérêts communs, parfois quelques valeurs communes, mais je crois que c'est quand même plutôt une cohabitation d'intérêts, plutôt que quelque chose qui ressemble quand même en Europe et quand même entre l'Europe et les États-Unis. On a véritablement une communauté de valeurs avec une dimension affective, malgré tous les débats qu'on peut avoir avec nos amis et alliés américains, parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, c'est certain. Mais il y a une dimension affective qui me semble pas du tout exister, malgré les débordements d'affection théoriques qui existent entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Donc on est quand même, il y a une absence de parallélisme, je trouve. Il y a une absence de parallélisme. Donc voilà, ça ne sera pas la guerre froide du passé, mais la guerre froide nous permet, l'étude de la guerre froide nous permet quand même de tracer certains parallèles. Et je crois qu'aujourd'hui, un des résultats le plus probable de la guerre d'Ukraine, c'est qu'on va avoir une forme de nouveau rideau de fer qui va s'abattre entre la Russie et le reste de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on est allé trop loin dans ce conflit pour ne pas souhaiter, voire provoquer l'édification d'une forme de rideau de fer symbolique entre la Russie et l'Europe. La Russie s'est trop éloignée du reste de l'Europe. La Russie va avoir, à mon sens, besoin d'une cure de désintoxication dans tous les sens du terme. La société russe va avoir besoin de s'interroger sur son passé, ce qu'elle n'a pas fait parce que ses dirigeants ne l'ont pas aidé à le faire. Les leaders, les dirigeants, c'est important. Si l'Allemagne a fait tout ce travail sur elle-même après 1945, c'est aussi parce qu'elle a généré, produit, choisi des leaders qui l'ont aidé à faire ce travail. En Russie, ça a été exactement l'inverse. Il n'y a pas eu de décision plus symbolique que la fermeture de Mémorial, l'association Mémorial, 2 jours avant le déclenchement de la soi-disant opération spéciale. Donc ça, c'est un travail que la Russie devra faire. Ça sera la condition pour qu'elle revienne éventuellement, un jour peut-être, dans la famille européenne. On peut aussi penser qu'après 4 siècles en Europe, la Russie s'éloigne pour très longtemps. C'est un futur russe possible. Mais je crois que cette grande fracture entre la Russie et le reste de l'Europe, c'est quelque chose qui va être un produit de la guerre en Ukraine, quel que soit le résultat exact sur le plan militaire, voire peut-être un jour diplomatique, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Alors bien sûr, on a parlé d'une guerre en cours, mais il y a aussi le risque de la très grande guerre entre les États-Unis et la Chine, que
Maintenant, on voit dans tous les magazines, cher Barthélémy, c'était un sujet dont tu étais expert, mais maintenant tout le monde est expert du sujet Taïwan. Tout le monde connaît Taïwan, personne n'y est allé ou presque, mais tout le monde le connaît. Barthélémy, lui, y a vécu. Mais c'est vrai que c'est devenu, encore plus après l'Ukraine, le prochain point d'attention, ou plutôt ça devrait l'être. Dans quelle mesure la guerre d'Ukraine rend plus probable ou moins probable, mais là, je laisserai mes collègues s'exprimer là-dessus, rend plus probable ou moins probable une action de force militaire de Pékin sur Taïwan, c'est une des très grandes questions qui vont animer les débats géopolitiques et qui devraient d'ailleurs les animer dès aujourd'hui. Un grand conflit entre la Chine et les États-Unis est-il possible ou pas? Je dirais qu'il ne faut pas, et là je vais faire non pas mon optimisme, mais en tout cas je vais faire preuve de non-catastrophisme. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de cordes de rappel, comme on dit maintenant, entre l'interdépendance économique qui existe encore, la dissuasion nucléaire qui est là, l'enjeu absolument fondamental, c'est qui tout double, je pense, pour le régime chinois, que serait se saisir de Taïwan par la force. Des leçons militaires qui probablement sont en train d'être tirées à Pékin, comme quoi ça ne sera peut-être pas forcément aussi simple que ce qui se passe dans nos exercices. Bon, aussi simple. Ça sera encore plus compliqué que ce qu'on pense que ça serait le cas dans son exercice. Mais il est vrai que les guerres aussi, comme disait je ne sais plus quel spécialiste, je ne sais plus quel historien de la guerre, les guerres, c'est aussi des accidents de la circulation. C'est-à-dire on sous-estime la réaction de l'autre, on surestime sa propre voiture ou sa propre armée. Et donc, on ne peut pas partir du principe que ce que j'appelle les cordes de rappel permettront nécessairement d'éviter un choc stratégique majeur. Je suis plutôt du côté des optimistes à ce stade. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à imaginer que la décision d'envahir Taïwan, quand je dis envahir, ce n'est pas seulement envahir, c'est bombarder, envahir, paralyser, enfin, ça serait une attaque à plein de niveaux. J'ai beaucoup de mal à penser que ce serait une décision qui puisse être facilement prise dans les années qui viennent. Pour tout un tas de raisons, celles que j'ai mentionnées, et puis aussi parce que l'équilibre militaire n'est pas du tout aussi simple qu'il en a l'air sur le papier. Ce n'est pas parce que vous êtes d'un côté un éléphant, de l'autre côté un moustique, que vous ne pouvez pas être un moustique qui arrive à piquer la peau très épaisse de l'éléphant, pour simplifier. Et donc, je reste plutôt optimiste. En tout cas, je ne suis pas exagérément pessimiste. Et parce que je crois aussi, pour revenir au titre de l'ouvrage de Christopher Clark, Les somnambules, dont on a parlé à propos de la Russie, mais dont on pourrait parler aussi. Alors, il y a deux métaphores très courantes. Il y a Les somnambules de Christopher Clark, son ouvrage majeur, mais qui n'est pas forcément le livre de référence, il y en a d'autres, sur le déclenchement de la guerre de 14, qui est sorti justement en 2014. Et puis, il y a Le piège de Thucydide de Graham Allison à propos des États-Unis-Chine. Là encore, encore moins, je pense que les somnambules, ce n'est pas forcément un livre de référence. Il y a, moi qui ai été élevé intellectuellement avec un élève, non pas de Thucydide, mais un élève de Raymond Aron qui connaissait bien les ouvrages de Thucydide, il y a beaucoup de gens qui disent que Graham Allison, il n'a pas vraiment lu Thucydide. En tout cas, le plus important, ce n'est pas la formule facile, c'est de dire il n'est pas certain que ce que nous avons appris des rééquilibrages géopolitiques majeurs depuis la Grèce antique soit véritablement prédictif de ce que l'on peut imaginer du futur des relations sino-américaines dans les 5 prochaines années. Voilà, je dirais ça comme ça, avec beaucoup de prudence. L'histoire est rarement déterministe et elle est en tout cas insuffisante pour nous permettre d'envisager, de prévoir et encore moins de prédire ce qui peut se passer entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, et j'en terminerai par là, le triangle États-Unis, Chine, Russie est évidemment structurant pour les années qui viennent. Je me souviens d'avoir une séance de brainstorming avec le regretté Andy Marshall, qui était le grand maître de la prospective au Pentagone, juste avant sa mort, il y a 5-6 ans, et où ma maigre contribution au débat, c'était Le Monde dans 50 ans, enfin, c'était un truc très amusant, évidemment, on peut dire ce qu'on veut, parce que Le Monde dans 50 ans, on dit absolument ce qu'on veut. Moi, je pense que l'horizon de la prospective, en général, c'est plutôt 20 ans que 50, sauf dans le domaine démographique. Et moi, j'avais posé la question suivante,
peut-on imaginer, dans quelles conditions peut-on imaginer un autre élément structurant, fondamentalement structurant pour les relations internationales des 20 prochaines années que la relation sino-américaine? Et on n'avait pas trouvé. Alors peut-être par manque d'imagination, mais je dirais que l'Ukraine n'est pas une distraction, l'Ukraine n'est pas un événement. L'Ukraine, c'est fondateur pour l'Europe du XXIe siècle, de la première partie du XXIe siècle. Ce n'est pas fondateur pour le monde. Et donc, au-delà de l'Ukraine, je pense que fondamentalement, je continue à avoir du mal à trouver des éléments qui soient potentiellement aussi structurants pour les relations internationales des 20 prochaines années que le rapport de force sino-américain. Oui, alors merci beaucoup. Je vais me permettre de faire quelques commentaires, cher Bruno, et puis de revenir peut-être sur certains points que tu as brillamment exposés. Oser l'éloge du futur, c'est, on le voit bien ici, comprendre le temps présent et puis regarder un petit peu en arrière aussi pour essayer de comprendre quelles ont été les erreurs, comment les réparer et puis en quoi est-ce que ce passé peut potentiellement nous être utile. Et c'est bien évidemment ce que nous nous efforçons de faire dans le cadre de nos enseignements de géopolitique. Donc, la prospective consiste justement à essayer de comprendre un petit peu comment on a pu en arriver là, si je puis dire, pour essayer de penser le futur un petit peu mieux. Et on voit bien, et moi j'apprécie beaucoup l'optimisme qui se dégage de ton propos, notamment sur ces grandes confrontations et cette idée de guerre froide. Est-ce qu'on va effectivement vers une opposition systémique entre, d'un côté, le monde occidental, qui d'une certaine manière, ressortirait un petit peu sur les mêmes bases de ce qu'a été l'ancienne guerre froide, et puis un autre monde, mais lequel exactement, effectivement, une association Chine-Russie souvent évoquée reste quand même un petit peu discutable dans les détails. Est-ce qu'on peut considérer que ces deux pays sont des alliés? Est-ce que ces pays ont vocation aussi à rester des partenaires? Tu évoquais très justement le cas de l'Asie centrale, qui s'écarte un petit peu de la Russie. Elle va en direction de la Chine, souvent précisément, et du coup ça crée davantage de tensions, voire de frustration que de rapprochement entre ces deux pays. Et puis on peut tout à fait imaginer aussi à la faveur de changements politiques d'un côté comme de l'autre, changements de personnes plus que de politique et de système en soi, et bien là aussi des amitiés ou des affinités évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc il est très hasardeux effectivement de dire on va vers un système qui va être une nouvelle bipolarité, on va vers un système qui va nous ramener en arrière au temps de la guerre froide, on va vers une guerre froide 2.0. Tout cela est possible, évidemment, parce que les oppositions sont là, les stratégies de grandes puissances et les repositionnements des grandes puissances sont là aussi pour nous rappeler que cette possibilité est désormais sur la table. Peut-être des questions d'ailleurs que nous ne nous posions pas il y a encore quelques années, ou en tout cas avec autant d'insistance. Donc il y a là évidemment matière à réfléchir, mais il ne faut pas non plus être déterministe, c'est le terme que tu as très justement utilisé, en partant du principe qu'on va forcément rejouer un certain chapitre de notre histoire. Alors, je me permettrai d'ajouter un petit commentaire, puisque tu as fait un exposé tout à fait passionnant et un tour d'horizon très large de toutes ces situations conflictuelles, de ces zones grises actuelles, de ces oppositions entre grandes puissances. Moi, je me souviens d'un de mes enseignants que j'avais eu à la célèbre université Columbia de New York, qui était un grand spécialiste de la guerre froide, Robert Jervis. Et Jervis avait été l'auteur de cet ouvrage majeur dans les années 1970 qui portait sur les perceptions et les mauvaises perceptions dans le champ des relations internationales. Et il s'était penché précisément à l'époque sur la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique, ou de manière plus large, l'Est et l'Ouest. Et il avait posé cette question tout à fait intéressante, de l'importance des faits. Tu as parlé des faits et il est évidemment plus que nécessaire d'analyser ces faits pour pouvoir porter un jugement qui soit le plus objectif possible. Mais il avait posé cette question en se disant, est-ce que finalement, les perceptions des faits ne risquent pas à un moment de prendre le dessus sur les faits eux-mêmes? Et ces perceptions nous invitent à considérer à la fois les stratégies des puissances, des acteurs qui sont aux commandes de ces puissances, mais aussi des sociétés.
comment est-ce que les sociétés se voient, comment est-ce qu'elles se perçoivent, comment est-ce qu'elles voient l'avenir de leur propre modèle. Ce sont des questions qui, évidemment, étaient très pertinentes dans l'analyse de l'Union soviétique. On se souvient aussi des travaux d'Emmanuel Todd dans les années 1970 qui avaient prédit tout simplement l'effondrement du système soviétique. Et puis, plus près de nous, on a les travaux de Joseph Nye sur le soft power qui lui aussi a essayé de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que certaines sociétés sont plus attractives que d'autres, pourquoi est-ce que certains modèles vont être plus séduisants que d'autres et avoir plus ou moins vocation à rayonner et à exercer une influence plus grande que leurs compétiteurs. Et donc, ma remarque, qui a un petit peu valeur de question aussi, c'est de savoir dans quelle mesure tu estimes que notre époque, tu as mentionné de manière très juste les changements, les mutations dont nous sommes actuellement les témoins, en s'interrogeant évidemment sur le fait que ces mutations sont-elles d'une certaine manière une prolongation de la fin de la guerre froide ou quelque chose de véritablement nouveau. Mais est-ce que ces mutations sont finalement avant tout sociétales? Est-ce que les perceptions des rapports entre grandes puissances et puis des modèles que nous incarnons sont véritablement au cœur un petit peu de ces mutations? Je pense notamment à un terme que tu n'as pas mentionné, mais sur lequel j'aimerais beaucoup t'entendre, c'est cette fameuse idée de la désoccidentalisation que l'on voit aussi apparaître ça et là, que l'on retrouve sous la plume de certains grands intellectuels. Je pense à Kishore Mahbubani, le Singapourien, ancien ambassadeur de Singapour aux Nations Unies. C'est un grand intellectuel, Kishore Mahbubani. Alors, ça, je te laisserai en juger, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a évidemment une aura sur la scène internationale, et voilà, c'est en ce sens que je le définis comme tel. Mais voilà, est-ce que cette désoccidentalisation d'un côté, est-ce que ce sentiment nationaliste russe, qui est quand même aussi au cœur de l'action de la Russie actuelle, parce que Poutine n'est pas isolé. Est-ce que sans Poutine, la Russie serait différente? Ça, on peut en débattre sans doute pendant des heures. Pareil pour la Chine. Est-ce que c'est Xi Jinping seul ou est-ce que ce sont les Chinois qui, d'une certaine manière, se sentent aujourd'hui décomplexés sur la scène internationale et ont dans leur leader, finalement, celui qu'ils veulent avoir à ce poste? Voilà. Quel est le poids des perceptions au sein de ces différentes sociétés et dans quelle mesure y vois-tu finalement un petit peu la matière à réflexion sur ces changements? Alors, tu as 100 fois raison, j'ai parlé de faits, mais les perceptions sont tout autant importantes. Pour moi, une des grandes leçons de la guerre froide, qui est encore mal connue aujourd'hui, c'est que l'Union soviétique était persuadée que nous allions l'attaquer. Et ça, c'est fondamental. Si on ne comprend pas ça, on ne tire pas une des grandes leçons de la guerre froide. Et donc, c'est fondamental pour le rôle des perceptions. On l'a un peu oublié parce que ça, on l'a su qu'après, et puis après, ce n'était pas grave. C'est pour les historiens. Sauf que ça nous dit, d'abord, les perceptions et les mauvaises perceptions, ça peut causer la guerre. Et puis surtout, ça doit nous interroger, nous, sur notre capacité. Ce n'était pas tant un problème de renseignement, parce que le renseignement nous a permis justement, à quelques moments clés, de savoir que non, ce n'était pas une attaque, c'était un exercice. Le problème, ce sont nos filtres cognitifs. Mais je dirais que les filtres cognitifs les plus robustes, les plus solides et les plus difficiles à enlever, ils sont justement chez les autocraties. Nous encore, on a la possibilité de s'interroger sur nos propres filtres cognitifs d'une manière beaucoup plus forte que ça n'est le cas à Moscou ou à Pékin. Pourquoi? Parce que, comme on disait au temps de l'Union soviétique, on finit par croire à ses propres mensonges. Donc, à un moment, quand on vous demande si Poutine y croit à ce qu'il dit, quand on vous demande si les Nord-Coréens, ils sont sérieux quand ils disent ça, peu importe, on finit par y croire. On internalise notamment la paranoïa. Et ça, c'est quand même quelque chose de central pour comprendre le mode de fonctionnement des autocraties de manière générale. Et donc, ces affaires de perception, elles sont fondamentales. Deux, elles peuvent complètement nous planter sur la manière dont on regarde l'autre. Mais troisièmement, c'est un problème qui ne se pose pas du tout de la même manière dans les autocraties, parce que nous, on peut avoir un recul que eux non plus. Et quatrièmement, la notion de mensonge n'est pas forcément pertinente parce qu'on finit par croire à ses propres mensonges. Donc, le risque qu'on peut avoir
c'est que si on ne prend pas suffisamment garde à la manière dont les perceptions sont construites et à ce qu'elles recouvrent, on peut se tromper complètement dans le rapport de force ou dans les capacités de négociation qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel partenaire. Et je suis très frappé de voir à quel point ceux qui parlent des intérêts russes ou de la négociation avec la Russie, c'est valable pour la Chine aussi, se trompent complètement sur l'image que se font Moscou et Pékin de ce qu'elles veulent ou peuvent négocier, dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines. Souvent d'ailleurs parce qu'on est perçu comme faible. Et ça, c'est leur problème de perception. Nous, on pensait qu'ils allaient nous attaquer, mais eux, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, nous voient toujours comme plus faibles que ce que nous sommes réellement. J'émets l'hypothèse avec d'autres que l'une des raisons, j'ai bien l'une des raisons pour laquelle Poutine pense pouvoir lancer une grande opération le 24 février, c'est qu'il n'imagine pas que nous, Occidentaux, puissions réagir comme nous avons réagi. Il pense que l'Ukraine est trop faible et que nous sommes trop faibles aussi. Donc tout ça, c'est une longue manière de dire que les perceptions, évidemment, sont totalement fondamentales, mais que le jeu des perceptions est asymétrique et que c'est absolument critique de le comprendre. C'est trop souvent ce qui te paraît une évidence, et à moi aussi, ne l'est pas du tout, malheureusement, trop fréquemment, y compris chez des gens brillants, y compris chez des gens expérimentés. Je ne citerai pas de nom. En ce qui concerne la désoccidentalisation, alors, les pays occidentaux adorent battre leur coulpe, et les pays émergents ou les nations comme le Singapour et bien d'autres adorent nous considérer comme le monde du passé. Bon, on ne va pas parler de la personne qui apparaît. Alors, tu as raison de dire, on parle de Kishore Mahbubani. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de très brillant, mais là où tu as raison, c'est une voix qui incarne quelque chose, un certain récit qui dit l'Asie, c'est le 21e siècle, l'Occident, c'est terminé, vous en êtes encore à un monde post-colonial, enfin, vous n'avez toujours pas digéré l'abandon de vos colonies, etc. Donc, ce récit est important parce qu'il est une perception. Sur le fond, Kishore Mahbubani a quand même une formule géniale, je crois que c'est lui, qui consiste à dire le risque de... Je parlais de corde de rappel de l'interdépendance économique, et lui, il évoquait, je crois, il disait les États-Unis et la Chine, c'est deux cabines du même bateau. C'était pas mal vu comme image de l'interdépendance qui limite, qui disait quoi qu'il arrive, bah voilà, on a un destin commun. C'était pas mal vu. Donc il a au moins quelques bonnes formules. Mais la désoccidentalisation, moi je ne sais pas trop ce que ça recouvre, parce que je ne sais pas à quel moment exactement les Occidentaux, depuis un siècle, ont été véritablement les maîtres du monde. Ça fait quand même un bout de temps que les Occidentaux ne sont plus, entre guillemets, les maîtres du monde. Pour moi, si ça veut dire quelque chose, ça commence en 1955 avec la conférence de Bandung. Même dans les années, soi-disant, de l'Occident triomphant du début des années 90, nous ne sommes déjà pas seuls au monde. Enfin, moi, je trouve qu'on exagère un peu, on bat un peu trop notre coulpe. Et surtout, on oublie que si la désoccidentalisation, c'est l'abandon de ce que l'Occident a principalement contribué à construire, c'est abandonner aussi tout l'ordre international, enfin les institutions plutôt et les normes de post-1945 qui sont largement d'inspiration occidentale. Or, que je sache, le système de l'ONU existe toujours. L'OMC, c'est quand même pas nos amis singapouriens ou qataris qui l'ont inventé. Les règles d'autres institutions, ou notamment financières internationales, ce n'est pas nos amis sud-africains qui les ont édictées. Enfin, j'exagère un peu, mais je suis un petit peu sceptique parce que je ne sais pas trop ce que recouvre ce thème de la désoccidentalisation. En revanche, il y a une réalité, et qui est à mon avis une réalité bénéfique pour tous, c'est qu'en termes relatifs, les pays dits occidentaux pèsent moins en termes relatifs dans le monde, militairement et économiquement. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, parce qu'il ne faut jamais oublier, et là encore tu le sais mieux pas, que jamais la Chine, avec toutes ses turpitudes, jamais un pays n'avait tiré autant de monde aussi rapidement de la très grande pauvreté que la Chine n'a réussi à le faire. Et c'est quand même des choses, des réalités objectives. Donc, c'est pas tellement, moi je dis toujours qu'il y a des choses toutes simples dont il faut se rappeler, que ce n'est pas un affaiblissement absolu de l'Occident, c'est un affaiblissement relatif. Et ça change tout.
Et on voit d'ailleurs que les dernières projections sur la croissance économique chinoise au cours de ce siècle semblent suggérer, notamment, mais pas seulement pour des raisons démographiques, que le fameux dépassement des courbes, le dépassement de la courbe de la puissance économique chinoise vis-à-vis de la puissance économique américaine pourrait très bien ne jamais se produire. Donc voilà, je suis un petit peu méfiant vis-à-vis de ce thème. Nous ne sommes plus seuls au monde. Bah oui, nous ne le sommes plus depuis très longtemps. L'Occident n'a plus le monopole de la parole, mais il ne l'a plus depuis 55 au moins, etc. Je crois qu'il faut se méfier un petit peu du caractère un peu tranchant de ce type de discours. Je peux me permettre une autre remarque et question qui concerne cette fois plus spécifiquement le cas de Taïwan et de la rivalité Chine-Taïwan que tu as évoqué. Donc, je me permets évidemment de venir m'inviter un petit peu dans cette discussion pour les raisons que tu sais. La relation entre l'éléphant et le moustique me semble tout à fait intéressante parce qu'effectivement, et peut-être contrairement là encore à la perception que la Russie a pu avoir du monde occidental au sens large et de l'Ukraine en particulier, les Chinois savent que la réaction de Taïwan, et Taïwan seul, je ne parle même pas ici d'un éventuel engagement américain et d'une guerre à grande échelle que tout le monde craint bien évidemment, la réaction de Taïwan seul serait considérable. On oublie souvent qu'au-delà de l'interdépendance économique que tu as mentionnée, que Mahboubani mentionne effectivement lui aussi avec cette allusion aux cabines dans le bateau, au-delà de cette interdépendance Washington-Pékin, il y a aussi et surtout une interdépendance Pékin-Taipei. Qui n'a absolument rien à voir avec les liens unissant Kiev et Moscou il y a encore quelques mois. Et donc, les conséquences d'une agression chinoise, que tout le monde redoute bien évidemment, seraient catastrophiques pour Taïwan, mais aussi pour la Chine. Vous avez 2 millions de Taïwanais qui vivent en Chine continentale, qui contribuent de manière très importante à l'économie chinoise, et quid bien évidemment de cette relation si jamais on passait à l'attaque, si jamais on franchissait le Rubicon. Et ça, on en a bien conscience aussi côté chinois, et donc on a une perception qui n'est pas la même, en l'occurrence, que celle de Vladimir Poutine sur le cas ukrainien. Et puis, on oublie aussi que même au niveau militaire, les capacités de défense de Taïwan sont très importantes, et Taïwan pourrait causer des torts considérables à la Chine. Ajouter à cela le fait que, contrairement à l'Ukraine, vous avez un détroit qui sert de frontière entre la Chine et Taïwan, et malgré le fait qu'on peut évidemment traverser ce détroit et engager une campagne d'invasion, eh bien, on ne va pas le faire avec la même facilité, le même effet de surprise que ce qu'on a pu constater en février dernier. J'ajouterais aussi un autre élément, c'est que quand on compare justement Ukraine-Taïwan, Vladimir Poutine, littéralement depuis l'année où il arrive au pouvoir, il s'est construit dans la guerre, il a construit son régime dans la guerre, dans l'usage de la force militaire. Alors qu'en Chine, ça n'a pas du tout été le cas. Donc aujourd'hui, ça peut être une guerre qui dure parce que la Russie a eu l'habitude, entre guillemets, d'être en guerre sous Poutine. Alors que pour la Chine n'a pas connu la guerre depuis 1979. Absolument, c'est un point très important. Et puis, ajoutons à cela le fait que la Chine, je dirais, n'a pas, au niveau sociétal, l'envie de faire la guerre à Taïwan. Il peut y avoir une animosité ou une envie d'en découdre dans les rangs de certains militaires chinois, parmi les plus vats en guerre. Donc ça, c'est une réalité. Et par conséquent, la notion d'accident que tu as évoquée tout à l'heure peut s'appliquer au cas de Taïwan, mais on ne développe pas dans la société chinoise un sentiment de vouloir en découdre militairement avec Taïwan. On développe en revanche l'idée d'une réunification avec Taïwan. Ça existe. Mais c'est une réunification qui doit se faire dans le temps, par la négociation, et puis de manière, j'ai envie de dire, naturelle, une forme de réconciliation, en fait. C'est un petit peu ça que l'on plaide côté chinois. Et effectivement, ça ne doit pas nous enlever l'idée qu'il y a une possibilité de conflictualité à très grande échelle, parce que les conséquences seraient peut-être plus terribles encore que la guerre en Ukraine, et c'est peu dire. Donc, dans cette région, il y a évidemment un risque qui est réel, mais voilà, ne soyons pas des apôtres de l'Apocalypse, et tu avais tout à fait raison de le mentionner au début de ton propos tout à l'heure. Ne voyons pas non plus
des guerres à répétition qui vont comme ça émailler nos relations internationales actuelles et futures. Chaque cas est différent parce que les perceptions sont différentes, parce que les enjeux sont également différents, et puis parce que l'évaluation des conséquences sont également très différentes dans ces différents cas. Donc voilà, je me permettais d'apporter effectivement ce petit complément sur la question taïwanaise, mais tu as bien compris qu'on était tout à fait d'accord là-dessus. Je laisse à Eric le soin de prendre les questions. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions, donc je vais passer. Alors, questions courtes, réponses courtes. Comme ça, on fera un maximum de questions. Alors, levez la main pour des personnes qui auraient des questions, donc à poser à M. Tertrais ou à M. Courmont. Ah là, une question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, pour enchaîner, vous étiez relativement sceptique à l'utilisation du terme de désoccidentalisation. Mais je me demandais quel poids vous accordiez à l'émergence d'un pôle concurrent qui est mené par la Chine en ce moment, notamment avec l'organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenue il y a pas longtemps. Je réponds directement. Alors, ce n'est pas vraiment un pôle. L'organisation de coopération de Shanghai, ça réunit, par exemple, l'Inde. L'Inde, ce n'est pas exactement le meilleur copain de la Chine, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ça n'est pas la constitution d'un pôle. C'est une organisation de coopération régionale dont alors, j'ai plus le nombre de pays, le nombre de membres en tête, mais ça n'est pas un pôle. Ça n'a rien à voir avec l'OTAN, par exemple. Ça a à la limite un petit peu plus à voir avec l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, ce n'est pas vraiment un pôle. Je note par ailleurs que la Chine n'a pas, parce que ce n'est pas dans sa culture, on peut dire, n'a pas d'alliés militaires, n'a pas d'engagement de défense formel, sauf avec la Corée du Nord. Et encore, on peut discuter s'il est vraiment. Donc, la Chine fonctionne différemment. C'est des relations de féalité, l'emprunt, la dette, les investissements, l'emprunt, la dette. C'est comme ça qu'on se crée des tributaires, comme on disait au temps de l'Empire. Donc, pour faire simple, puisque vous m'avez suggéré chez Eric, et vous avez raison, des réponses courtes, pour moi, il n'y a pas vraiment de pôle chinois. Il y a développement, la puissance chinoise, mais beaucoup plus à travers la puissance économique et militaire, et l'OCS n'est pas un pôle. Si je peux ajouter juste un petit point très rapide, l'Organisation de coopération de Shanghai, elle est créée en 2001. Elle émane en fait du groupe de Shanghai qui avait été créé dans les années 1990 et à l'époque regroupait, outre la Chine, la Russie et quelques anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Et de manière très intéressante, à l'époque, on commentait la naissance de cette organisation comme une OTAN de l'Asie. Et donc, comme quoi, voilà, on avait des perceptions qui étaient négatives, ou en tout cas, on avait peut-être un petit peu surestimé cette organisation. On y avait vu une finalité militaire qui ne s'est de fait jamais concrétisée depuis, et notamment, comme le disait Bruno, quand l'Inde entre dans cette organisation en 2015. Je rappelle d'ailleurs aux côtés du Pakistan. Donc, non seulement l'Inde n'est pas le meilleur copain de la Chine, effectivement, mais le Pakistan n'est certainement pas un grand copain de l'Inde non plus. Et malgré tout, ces deux pays se retrouvent à l'intérieur de cette même organisation, ce qui montre bien qu'on est dans un autre type de structure. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, parce que la Grèce et la Turquie font partie de l'OTAN. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ton meilleur argument. Alors, la Grèce et la Turquie font partie de l'OTAN, mais parce qu'on avait l'identification du même ennemi, on va dire, ce qui n'est pas le cas de l'Inde et du Pakistan. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste cependant, et je pense que là, ça répond clairement à votre question, à des recompositions au niveau régional et international. Et l'Organisation de coopération de Shanghai peut en faire partie. Je mentionnerai peut-être aussi tous les efforts que l'on voit actuellement sur le théâtre de l'Indo-Pacifique, ce nouveau terme, ce nouveau concept qui est aujourd'hui très souvent mentionné. Et puis, ce qu'on appelle aussi le Regional Comprehensive Economic Partnership, le RCEP, qui rassemble 15 États qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, puisque vous avez les 10 pays de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est économique, c'est commercial, c'est une organisation qui a à terme un rôle à jouer sur la scène économique internationale, mais ça nous montre qu'on assiste à des recompositions très importantes au niveau régional. Moi, ce qui m'interpelle personnellement, c'est qu'elles concernent à la fois
des régimes démocratiques et puis des régimes autocratiques, et parfois ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, bonjour. On reparle beaucoup de l'Occident et de la question de la désoccidentalisation. Et je me fais la réflexion de me dire, mais est-ce que la géopolitique n'est pas importante aussi sur l'aspect de la culture ? On a une culture en commun, États-Unis, Europe, une culture qui a diffusé quand même dans beaucoup de pays du monde. Et je vous rejoins sur la question de la proximité Chine-Russie. On dit, mais c'est quand même deux cultures qui ne doivent pas facilement communiquer les uns avec les autres. Voilà. Est-ce que cette force culturelle de l'Occident qui a diffusé beaucoup ses valeurs ne peut pas être un atout important pour l'Occident? Alors, la question de la communauté de culture entre l'Europe et les États-Unis, elle donne lieu à deux pronostics très différents. Il y en a un qui dit qu'on a encore suffisamment... pardon. Il y en a un premier qui dit qu'il n'y a pas d'autres ensembles géopolitiques au monde qui partagent autant de traits culturels. Autrement dit, en dépit de nos différences, l'Europe et les États-Unis, il y a quand même quelque chose d'assez unique qui n'existe pas dans d'autres parties du monde. Il y a une autre vision qui consiste à dire on s'éloigne de plus en plus les uns des autres au fur et à mesure. Alors, je ne suis pas sûr que la fracture américaine soit vraiment un bon exemple, parce qu'on a aussi des fractures au sein de l'Europe. Au fur et à mesure du changement socioculturel des États-Unis, et notamment du changement de la transformation de la population américaine, avec une immigration asiatique qui a largement remplacé l'immigration latino-américaine. On le voit, par exemple, un truc tout simple, c'est que regardez le nombre de représentants d'Américains d'origine indienne, au sens de l'Inde, pas des Indiens d'Amérique, qui sont en train d'émerger à Washington ou à New York, partout aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Alors, et là, souvent, on prend ça comme argument pour dire l'Amérique va forcément s'éloigner de l'Europe. Je ne pense pas que ça soit aussi simple que cela, parce que lorsqu'on regarde, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites tous les ans depuis 50 ans. En gros, le Chicago Council on Foreign Relations sont les Américains à partir de leurs origines socioculturelles et communautaires, donc au sens américain du terme, leurs préférences géopolitiques, enfin, d'orientation internationale. Depuis que Eric a fait sa présentation, je n'ose plus employer le mot géopolitique aussi facilement. Et la réponse, c'est plus vous devenez américain, plus vous endossez le consensus. Et donc finalement, cette deuxième école, elle n'est pas encore forcément très convaincante. Et puis juste un tout petit mot là-dessus, parce que j'aime bien rappeler qu'en France, on adore penser depuis 60 ans que l'Amérique s'en va, l'Amérique n'est plus en Europe. Ça fait 60 ans qu'on le dit, hein. Et pourtant, à chaque fois, les Américains prouvent qu'ils sont encore là. Donc, mais les Français continuent à « oui, mais ils vont partir, ils vont partir ». On disait ça en 91, hein. On disait ça sous Obama. On a dit ça 2 jours avant l'Ukraine. Le fait est que l'Amérique est encore engagée en Europe, non pas pour nos beaux yeux, mais aussi quelque part parce qu'il y a cette idée qu'on défend des valeurs communes. Et donc, moi, pardon, c'est un petit peu plus long que ce qu'aurait espéré Eric comme réponse, mais je penche un tout petit peu plus vers l'idée dans laquelle il y a quand même une communauté culturelle qui dit encore quelque chose, qui a encore des conséquences géopolitiques. Pas forcément pour le reste du siècle, mais qui reste encore valable aujourd'hui. Voilà, je suis plutôt du côté de la première école que de la deuxième.